Saint-Prix, c'est marrant. Saint-Prix, ouais. Glucksenglen. Ah oui, on va à Glucksenglen. C'est un film de zombies en fait. Non, c'est plus loin. Je sais pas, je... C'est un mari là-bas. Bah, il y a un grand. C'est un faux mari. Salut Benjamin, ça va? Ouais, ça va, on vient juste d'arriver là, c'est tard. Le plus tôt, enfin, dès qu'on peut vous retrouver, c'est le mieux. On peut pas partir avec vous? 8h20, ok, parfait. Bonjour. C'est la fouille de Bibracte ici? Oui. Ok, merci. Mais ça fonctionne. Petite fuite. Merci. En fait, là, c'est une fouille au départ qui est Dijon-Besançon. Ouais. Et puis Martine, qui maintenant est à Toulouse, donc c'est Dijon-Besançon-Toulouse. Parce qu'ils fouillent depuis vraiment très longtemps, en tout cas depuis 2010, depuis plus de 10 ans. Ils ont commencé sur le site qui est juste derrière nous, qui est PC15. Là, on est sur le site qui s'appelle PC14. PC pour Parc aux Chevaux. Parc aux Chevaux. Parc aux Chevaux. C'est les appellations des secteurs de l'oppidum qui datent du 19e siècle. Les premiers fouilleurs de l'oppidum qui sont Bulliot, puis ensuite Deschlette, ils pensaient que c'était des grandes plateformes qui étaient destinées à faire paître les chevaux de la cavalerie éduenne, la fameuse cavalerie éduenne qui a aidé César. Et donc ils avaient interprété ça comme ça. Alors c'était le 19e, hein. Genre, ils ont interprété fin 19e, début 20e. C'était des interprétations un peu tirées par les cheveux. Le nom a été gardé, puis en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bibracte se situe au sommet du mont Beuvray, en Bourgogne. C'est un oppidum gaulois, c'est-à-dire un site d'habitat fortifié sur un point haut, dont les remparts sont aujourd'hui sous la forêt. Capitale des Éduins pendant un siècle, la cité se transforme après la conquête des Gaules par César en 52 avant Jésus-Christ. Les archéologues le constatent notamment par l'apparition de domus, des maisons urbaines typiquement romaines. Des domus comme ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fouillé. On essaye aussi de compléter la connaissance de l'organisation de tout ce quartier, qui est à la fois un quartier avec un centre public, et puis un quartier peut-être cultuel, ce qu'on appelle là derrière nous le taureau de la Roche. Au 19e siècle, on a trouvé une inscription à Mercure. On suppose un peu Ouais, un sanctuaire. Voilà, la fonction religieuse du secteur. Et sachant que sur le site, eh bien, on voit peu à peu s'installer les techniques de construction à la romaine, hein, que ce soit dans l'habitat, donc que ce soit dans le domaine privé, comme dans le domaine public. Et c'est ça qui est hyper intéressant ici, c'est que c'est vraiment un modèle de romanisation, notamment de l'architecture, de l'évolution en fait d'une ville qui est fondamentalement gauloise et qui passe d'un coup, juste après la guerre des Gaules, à une ville avec plein d'archétypes qui sont typiquement romains, mais qui ne sont pas destinés à recevoir des Romains, qui sont destinés aux élites éduennes en fait, qui sont déjà romanisées depuis longtemps, qui parlent latin, qui séjournent à Rome. C'est tout l'intérêt et l'intelligence en fait des Romains, c'est de proposer un système d'intégration qui est extrêmement pratique, en tout cas pour les élites, rapide et qui fonctionne très très bien. Et on le voit en fouille, en tout cas en tant qu'archéologue, tu le vois vraiment d'une cité-état à l'autre, ce qu'on appelle des cités-états, en tout cas entre les Éduins, les Séquanes, les Trévires, les Lingons, etc. etc. Ceux qui n'ont pas le même traité, tu sens au niveau de la fouille que la romanisation, elle se fait de manière décalée, des fois de 2 à 3 générations, Ah ouais, alors qu'il y a 50 km d'écart entre les deux territoires.
Ouais, mais il y a des frontières voilà, il y a des culturelles jeux de frontières, énormes. socio-économiques et politiques, et qui fait que des fois ça se développe plus vite que d'autres. Et c'est ici que le développement débute pour les Gaules, en tout cas dans la période romaine. Alliés de Rome depuis longtemps, les Éduins sont les premiers Gaulois à adopter le mode de vie romain. Grâce aux étroites relations commerciales qu'ils entretiennent avec l'Italie, ils importent du vin, de l'huile et de nombreux produits de la Méditerranée. Bibracte devient naturellement l'une des portes d'entrée de l'urbanisme romain. Après, là, le but était donc de fouiller cette année une maison qui est plutôt située dans la partie médiane et sud de la fouille. Il y a une problématique en fait, c'est que la dernière phase de construction de Bibracte, elle donne l'impression que les gens ont lancé des chantiers de construction et puis la décision a été prise de partir à Autun et les bâtiments venaient soit juste d'être terminés mais n'ont quasiment pas été occupés, voire pas occupés du tout. Et il y a sans doute même des secteurs qui étaient encore en chantier. Et c'est extrêmement intéressant de réfléchir à quels sont les moyens mis en œuvre dans ces premières villes, autant à l'époque gauloise qu'à l'époque romaine, pour justement construire la ville, penser la ville, avoir une vraie vision urbanistique de l'ensemble. Et en fait, la particularité de Bibracte, c'est qu'on est sur un socle granitique qui est extrêmement acide. Et en fait, nous on retrouve par exemple jamais de faune. On n'a aucun os sur le site, à part s'ils ont brûlé. Le sol dévore tout. Et de la même manière, le sol dévore la chaux. Tu vois les petites boulettes là, et les racines, ouais. C'est vraiment caractéristique quand tu arrives soit sur un mur, soit sur un sol. En fait, c'est que du coup, avec les infiltrations d'eau, le sédiment s'en va et il ne reste plus que les éléments qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est un bon tips pour arriver à reconnaître un petit peu les vestiges. Tu vois, là, tu as vraiment la limite du mur, là, elle est propre. Le plus drôle, c'est que avant de faire les études, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'époque romaine. Mais pendant les cours, ils ont commencé à nous parler de l'âge du bronze, de l'âge du fer. Je connaissais rien du tout, pas grand-chose. Puis, en fait, ils font exprès de donner envie aux étudiants ces époques-là parce que c'est des disciplines assez nouvelles. C'est là où il y a un peu de l'avenir, quoi, où il y a des places à prendre. Parce qu'ils disent que là, par exemple, à Besançon, il y a, sur 10 étudiants, il y en a 8 qu'on ait chance de trouver une place plus tard. En fait, normalement, je suis chauffeur de taxi. D'accord. En Allemagne. Et puis, j'ai repris les études il y a 2 ans. Que j'ai envie de faire autre chose, quoi. Avec les études, on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est ma mère qui me prête de l'argent. Et puis, il faut que je rembourse un peu. Voilà. 2 mois de fouille, 2 mois de travail. Et après, c'est reparti pour la 3e année. Ouais, après, on nous donnera la réponse. Ah bah tu vois, là, il montre comment on pioche. Ah ouais. Il montre comment on pioche sans se faire mal au dos. C'est l'avantage ici de l'archéologie programmée, c'est qu'on a le temps, on peut former les étudiants déjà, c'est l'objectif, mais surtout on a le temps de répondre aux questions qu'on se pose. Et puis si une année on n'a pas fini, on peut revenir l'année prochaine. Si on a terminé, on se dit voilà, on se posait cette question, on a répondu à ça, mais il nous reste encore tout ça à percevoir et à comprendre. Et on va essayer d'ouvrir ici pour répondre à telle problématique. Mais on n'est pas du tout dans une logique de destruction pour construire une autoroute, un immeuble, un parking. Là on est au contraire dans une logique de recherche. On vient fouiller parce qu'on se pose des problématiques, pas parce que le site va être détruit. Alors, en fait on est un peu comme des scientifiques qui ont besoin d'un passage en laboratoire pour acquérir de la donnée, puis ensuite la traiter. Nous, notre laboratoire, c'est la fouille. Et une fois qu'on a fouillé, on va traiter en fait toutes ces données. Mais par défaut, on sait qu'en archéologie, on n'a jamais toujours des conditions idéales. Donc tout ce qu'on documente, même quand c'est pas le meilleur moment, c'est toujours ça de prix, parce que ce sera peut-être pire après. Un exemple, tiens, si vous venez avec moi, je vous montre déjà, et puis après vous serez en autonomie. Essaye de pas trop marcher par là parce qu'on fait un peu des photos. Ouvre-toi devant la zone de fouille. Hein, par exemple, le petit aménagement en amphore. Ah, ça c'est pas photographié. Si on peut déjà le photographier maintenant, c'est fait. Celui qui est derrière. Donc là vous fouettez les mecs pour qu'ils travaillent proprement. S'ils ne travaillent pas proprement aux zones que vous allez faire des photos, vous avez le droit de les engager. Hein, pas de problème. On doit décaisser le fossé qui se trouve ici là. Un qui travaille sur Tirga. Ah c'est clair, il faut pas fermer le sachet. Hein. Bah il était fermé. Je sais pas qui c'est qui l'a fermé. Du métal. Du métal. On est obligé de
de le séparer de la céramique et de le mettre dans un petit sachet qui doit être ouvert obligatoirement, sinon il peut s'oxyder. Ferme pas le sachet. Hein. Mais non, je ferme pas le sachet, j'en ai un dedans. Encore? Il était dans la pelletée là-bas. Incroyable. Vous l'avez laissé passer. Bah oui, il va plus longtemps, pourtant. Du coup, ça vous plaît de fouiller? Ouais. Ah oui, carrément. Si on est revenu, ouais, c'est bon. Ça fait à peu près un an qu'on attend ça, donc ouais, ça va, oui. Effectivement. Vous faites d'autres fouilles ou pas? Ou que Bibracte? Oui, on en fait d'autres. Là, on va se suivre pendant 3 mois. Ouais, là, on part pour au moins 3 mois, là, ouais. C'est ça. On est plutôt sur le quartier résidentiel aristocratique de l'Oppidum, avec des très belles maisons romaines, des domus, donc les maisons aristocratiques qui ont été fouillées un petit peu partout. La maison, c'est un espace de vie politique, économique, et elle est, en tout cas, accepter et utiliser ce type d'architecture, ça veut dire aussi rentrer dans une logique politique qui est typiquement romaine et qui va trancher avec les pratiques politiques antérieures. Il y a sans doute peut-être le plus ancien forum des Gaules qui est construit ici avec un édifice basilical assez complexe qui date des années peut-être 50-30 avant Jésus-Christ, qui montre aussi une évolution politique très forte de la cité des Éduins, une acceptation complète en fait des volontés politiques romaines pour intégrer le plus vite possible la population dans l'orbite. Et ça permet vraiment de suivre toute l'évolution, en tout cas de la rédaction, on va dire, de la guerre des Gaules par César ici, jusqu'à l'intégration complète de la Gaule dans l'Empire romain et qui devienne une des provinces qui va fournir de nombreux sénateurs, nombreux soldats, le blé, les esclaves, enfin bref, etc., etc. Une province totalement intégrée dans l'Empire romain. Une quinzaine d'années avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste décide d'offrir aux Éduins, frères de sang de Rome, une nouvelle capitale. Située en plaine, celle qu'on appelle aujourd'hui Autun porte alors le nom d'Augustodunum, en hommage à l'empereur. Colonie romaine exemplaire, elle illustre avec ses monuments publics et ses remparts la romanisation qui est en marche. En haut, à Bibracte, les constructions cessent, parfois en plein chantier, et tous les habitants, ou presque, déménagent dans la plaine. Alors, Bibracte est peu après abandonné. Il y a quelques domus, quelques maisons qui restent, mais tout le monde va s'installer en ville. En tout cas, les notables vont s'installer en ville. Puis Autun est construite avec le droit d'avoir un rempart, enfin des choses comme ça, des privilèges qui sont donnés qu'à des villes particulières, même à des capitales particulières. Hein. Si on fait le total de ces villes qui ont le droit d'avoir un rempart, après la conquête romaine, hein, donc vers, on va dire, moins 10, plus 10, hein, on ne sait pas trop quand ça s'est passé, le temps que ça s'installe, on arrive à moins d'une dizaine en Gaule, en dehors des colonies. Hein. Vous avez du pillage sur ces fouilles-là? Ici, pas tant que ça, parce qu'il faut quand même monter jusqu'ici, et puis ça circule un peu. Alors après, pendant l'hiver, oui, il peut y avoir du pillage un peu comme ailleurs. Hein. Et sachant que nous, pour utiliser cet appareil, on demande une autorisation de la même manière que les autorisations de fouille. On fait ça de manière réglementée. Oups. C'est la règle. C'est la règle? Ouais. Pourquoi? Toujours garder un terrain propre. Cas d'intempéries, il arrive n'importe quoi, on laisse le chantier, on laisse des tas de déblais, il se met à pleuvoir, on retrouve un tas de boue derrière. C'est quelqu'un d'autre qui vient fouiller après soi, c'est à lui d'évacuer vos tas de déblais, c'est quand même pas très sympa pour les camarades. Donc c'est une règle de base, on fouille proprement et on laisse sa zone de fouille propre derrière soi. En face de la grande domus, les fouilleurs de Bibracte ont découvert il y a une dizaine d'années un bâtiment monumental dont la fonction reste toujours mystérieuse. On marche sur quoi alors là? Alors là, on marche sur l'angle de ce qui est pour nous la découverte principale. Sur cette fouille, on a identifié 4 voire 5 états. Donc ça fait 42-44 mètres de côté. Et ça, je crois que c'est quasiment 2500 à 3000 mètres carrés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Eh bien ça, c'est notre grande question. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on sait ce qu'il n'est pas. Oui. Il n'est pas un sanctuaire. D'accord. C'est pas un espace de culte, puisqu'on a retrouvé aucun des vestiges typiques des pratiques cultuelles de cette période-là. A priori, c'est pas un édifice militaire, puisqu'on a très peu, ou en dehors de manière très anecdotique, d'éléments de militaria. Mais manifestement, on est de façon certaine sur un édifice public, puisque quand on voit les dimensions de ce bâtiment, c'est pas du tout quelque chose de civil. Et en plus de ça, tous les sols qu'on a pu identifier à l'intérieur de la cour ou à l'intérieur des espaces périphériques sont tous nettoyés. On n'a pas de poubelle, quasiment pas de rejets domestiques, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à identifier la fonction réelle de ce bâtiment. Ce serait quoi? C'est plus des halles, pour pouvoir circuler?
C'est notre hypothèse la plus sérieuse, c'est que ça puisse être effectivement une place de marché, une place d'échange, donc on ne laisse pas de poubelle, on nettoie après, et on revient à intervalles réguliers, voire peut-être permanentes. Ce qui est très original en plus dans cette découverte, c'est que cet édifice, il est reconstruit très régulièrement. Donc il est édifié sur un Murus Gallicus, donc sur une terrasse artificielle. Et il est fort probable qu'au bout d'une dizaine d'années, cette terrasse ait commencé de s'affaisser. La pluie, les intempéries, le temps, et sur l'architecture bois, ça fait vite désordre. Donc le bâtiment bouge, se déforme et impose de le démonter. Comme il est important, on le refait. Alors on ne peut pas le refaire jamais exactement au même endroit, donc on va déplacer les poteaux, on va décaler, puis au lieu de faire une galerie à 2 nefs, on va en faire une un peu plus grande à une seule nef, mais on refait le même. Puis cette fois on va un petit peu le complexifier, on va mettre autour une petite palissade ou simplement une évacuation des autres toitures. 10 ans après, à nouveau, là on suppose qu'il y a un changement, cette fois de politique. On va remplacer le système de galerie, couvrir la cour, mais plus du tout la galerie périphérique et plus du tout le préau. Et dans le dernier état, celui dont on a une partie de visible là devant nous, on va le remplacer par une architecture de pierre. Donc on remplace la palissade bois par un mur avec un grand bâtiment, a priori sur galerie, à l'intérieur. Vous avez suivi toute la fouille? Donc moi j'ai fait les campagnes de 2013 à 2018, donc c'est 6 années de fouilles successives pour réussir à reconnaître les 3000 m², 3 à 4000 m² d'architecture de cet édifice. Ce matin, j'ai vu que tu apprenais à piocher à une jeune fille. Ah bah ouais. Du coup, il y a vraiment des gens qui démarrent cette semaine, quoi. C'est leur premier. Complètement. C'est leur première expérience, premier terrain. Et puis après, la semaine dernière, ils ont fait peut-être que de la truelle, ils n'ont pas vu la pioche. Et apprendre à manier les outils, c'est la base parce que tu te fais mal très vite en fait. C'est pour ça que moi, à Lyon, je prends les étudiants 4 semaines minimum pour qu'ils aient le temps de tout faire. Et qu'ils aient le temps de voir, d'apprendre. En 2 semaines, ils apprennent pas. Tu commences à être vraiment dans l'archéologie en fait à partir de 3-4 semaines en général. L'année dernière, je découvrais Bibrec, pendant 2 semaines, j'étais perdu. Hein. Ouais, okay. Tout le monde a besoin de s'approprier, chaque terrain est différent, il faut se l'approprier, chaque sédiment est différent, chaque contexte, conservation de vestiges, ça prend du temps à s'habituer. 1, 2, 3, 4, ok. Donc tu fais bien les relations ensemble, et alors là, on va commencer à faire des paquets qui vont être liés les uns avec les autres, dans la pièce en elle-même. Et Bibrec, c'est un site très difficile. Alors déjà parce que le terrain naturel est très changeant. Ouais. Donc on a rarement un terrain qui est uniforme et homogène. Ensuite, le terrain est très agressif. Il nous mord les doigts, il nous mord les genoux, et c'est plein de cailloux, donc ça fait mal au dos, ça fait mal aux mains. Enfin, c'est réellement un métier physique. Ouais. C'est-à-dire le mythe de l'archéologue et son pinceau, c'est une catastrophe, quoi. Le premier outil de l'archéologue, c'est une pelleteuse, donc déjà ça pose les bases. Les amphores des maisons ont été abandonnés. Comment ça, les amphores des maisons? C'est-à-dire que j'imagine que ces amphores étaient dans les maisons, et à un moment donné ça a été abandonné, les gens sont partis, et ils n'ont pas emmené avec eux les amphores. Tellement. Ah ouais. T'amènes pas toutes les bouteilles en plastique avec toi, avec tes bouteilles de rhum? Avoir une amphore chez soi, c'est pas pratique pour servir. Généralement, on a une étape de redistribution en cruche ou en tout cas en contenant plus petit qui permet véritablement d'utiliser, en tout cas de servir le vin et de le consommer. L'amphore, c'est vraiment le gros conteneur qui arrive ici et ça arrive par bateau entier. Des centaines de milliers de tonnes d'amphores. C'est gigantesque. Et ça, c'est génial. En fait, c'est un matériau génial. Ça permet de transporter des produits de manière sérieuse, solide, sûre. Puis une fois que c'est là, on peut le réutiliser pour plein de choses. Les panses bien à plat, ça fait des super sols de foyer, ça peut permettre de construire plein d'éléments. Puis il y a un trou à boucher, on concasse des amphores, on bouche un trou. C'est réutilisé. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que la perception moi, que j'en aurais, c'est objet précieux. C'est pas précieux comme objet, quoi. Et ouais, c'est ça. Je te dis, c'est l'équivalent des bouteilles en plastique ou des bouteilles que nous on jette tous les jours et dont on sait pas quoi faire. Les autres, ils ont eu le Karcher hier, mais ça n'a pas marché visiblement. On a regardé ce qu'ils ont fait hier, et finalement, il y a ça de terre sur les objets, c'est un scandale. Donc voilà, la bonne vieille brosse, quoi. Et ça nous évite d'aller sur le chantier alors qu'il fait 30 degrés, quoi, c'est bien. On est dans une pièce avec la soufflerie, là, ça doit pas être... En fait, ça, c'est des étuves. Une fois que tu as lavé ça, comme ils sont en train de faire, il faut les mettre à sécher. Donc,
Quand il fait beau et chaud, tu peux les mettre dehors et ça sèche tout seul. Et sinon, en général, tu peux les mettre dans une étuve. C'est un espèce de four qui chauffe doucement. Et c'est important quand même de les sécher avant de les conditionner, sinon ça peut les fragiliser. Pareil pour tout ce qui est objet métallique, il faut les faire sécher légèrement avant de les conditionner pour tout simplement pour empêcher le phénomène d'oxydation. Ouais, d'accord. Voilà. La tâche que tu préfères sur un chantier, par exemple? Moi, j'ai fait beaucoup de murs sur le chantier là, au cours des 2 dernières semaines. Beaucoup de murs? Ouais, j'ai déterré les murs et j'ai détouré les pierres, c'est-à-dire les rendre plus visibles pour les photos, etc. Et ça, j'ai vraiment aimé. Parce que ça mixe la violence, parce qu'il faut utiliser la pioche, mais en même temps la délicatesse, et à la fin, quand tu regardes ton mur, bah, t'es très 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 content. Genre moi je passe devant le chantier quand on arrive en fouille le matin, et je fais « Oh il est beau mon mur quand même !» La forme en fait de chaque morceau, ça permet de reconnaître après le type auquel l'amphore appartient. Et puis de quand ça date aussi. Parfois, on arrive à déterminer tout ça. Ce qui me faisait d'ailleurs aussi assez réagir, c'était les moments où on voit un petit bout et la personne dit automatiquement ça c'est une tuile et pour moi c'est un bout de terre cuite cassé quoi. Entre les amphores et les tuiles, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on les nettoie, parce que quand c'est sale, t'arrives pas à bien voir l'intérieur. Mais par exemple, la différence majoritaire, c'est que déjà c'est au niveau de la couleur. Ça n'a pas exactement la même couleur. Dans les 2 cas, c'est rouge, mais l'amphore elle va être un peu plus rosée, la tuile un peu plus rouge brique. C'est assez rugueux, les morceaux sont assez épais. Et ici, c'est... Je regarde quand même, hein. Mais c'est de l'amphore, voilà. Et en général, c'est quand même plus fin. Vous voyez que la tuile, là, la pâte, elle est un peu plus fine au niveau de l'épaisseur. Celle-là, il y a une petite trace d'engobe, on voit. On voit la différence entre l'intérieur qui est bien rouge et l'extérieur où, vous voyez, la trace blanche, un peu là, c'est un peu plus clair. Donc là, c'est un engobe qui avait été appliqué sur l'amphore. Et l'engobe, après, ça se dégrade assez vite. Donc en général, c'est pas toujours bien préservé. Puis c'est vrai que quand on les lave à la brosse à dents, si on ne fait pas attention, ça peut partir vite. Mais voilà, c'est des petits trucs pour essayer de les différencier. Je sais pas si on fait la différence ou pas, mais voilà. C'est vrai que quand on a la passion de l'archéologie et qu'on veut s'exercer, c'est compliqué de trouver un chantier qui accueille les mineurs. Et justement, Bibrac, comme c'est un des seuls en France, on a pas mal de demandes, mais je pense que c'est pour ça que ça marche autant depuis toutes ces années, quoi. Je pense que ça a quand même fait ses preuves. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait le chantier école et qui continuent derrière et qui deviennent archéologues. Moi, par exemple. C'est vrai, t'as fait ça? J'ai fait ça il y a longtemps, mais voilà. À quel âge t'as fait ça? J'ai fait ça quand j'avais 16 et 17 ans. Je m'appelle Julien, je ne suis pas du tout dans le monde de l'archéologie. Et puis, la première image qui me vient quand je pense à ça, c'est Jurassic Park. Au début de Jurassic Park, quand au pinceau, il découvre un os de dinosaure. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce cliché? Moi perso, ce qui me choque le plus, c'est le pinceau. Tu vois, c'est pas le dinosaure en soi, mais c'est plutôt le pinceau. Parce qu'en archéo, on n'utilise jamais un pinceau. Ou alors pour faire joli quand il y a les caméras. Imagine Julien, t'as pu faire l'expérience tout à l'heure sur le chantier avec ta perche micro. Bon, imagine TF1 qui arrive ou France 3 Bourgogne là, qui débarque. Ok, on va vous filmer les gars. Au bout de 2 secondes, le perchman il nous arrête. Vous faites beaucoup trop de bruit avec vos pioches. Est-ce que vous pouvez faire semblant? Est-ce que vous pouvez faire de la simulation? Et derrière, il y a les fouilleurs qui sont en train de fouiller, mais on fait que de la simulation au pinceau. Parce que comme ça fait pas de bruit, pas trop de poussière. Et on n'abîme pas la fouille, en fait, on ne fouille pas réellement. Ouais, c'est tout simplement ça. Désolée de casser des rêves.
S'approprier là encore ce monde naturel paraît assez logique. Il y a vraiment une ritualisation autour de cette sépulture néolithique. Dès qu'on rentre un peu plus dans le détail de ces architectures, on s'aperçoit que le seul mot menhir ne suffit pas en lui-même et que le mot dolmen n'est pas une fin en soi.